cette image du pain est très collée à notre image française, avec ses valeurs et ses traditions anciennes, et qui se sont perpétuées au-delà de la France, comme au Canada par exemple. Alors, dans cette présentation aussi, je vais avoir deux étapes. D'abord, je vais continuer un peu à parler un peu de pain. Ensuite, je vais parler de la consommation. Et ensuite, dans la consommation de pain, je laisserai la parole à Michel, qui fait un travail justement sur la consommation du pain à Taïwan, ce qui nous permettra d'aller petit à petit vers notre sujet sur Taïwan et de montrer que finalement, le pain, ce produit typiquement français, est en train de devenir au fil du temps quelque chose qui est familier pour les Taïwanais aussi. Alors, je vais rapidement passer à là, parce que j'ai oublié de passer ma page tout à l'heure. Ce qui me permet de poser une question simple que je posais tout à l'heure et qui se pose j'allais presque dire, dans tous les produits d'aujourd'hui. Nous sommes habitués à travers la mondialisation, ou globalisation, si on veut utiliser un anglicisme, de voir l'alimentation entrer dans cette mondialisation et même être le symbole de cette mondialisation. Et les plus grands symboles, c'est par exemple les hamburgers de McDonald's ou Coca-Cola, qui sont les symboles depuis l'origine de cette mondialisation. Il faut se rappeler que quand on a eu le début d'un réchauffement entre les Américains et les Russes, la première image qu'on a vue, c'est le président américain qui arrive à Moscou avec une bouteille de Coca-Cola, montrant, voilà, nous arrivons, c'est nous les Américains, avec notre identité qui est le Coca-Cola. Et cela nous permet en même temps de montrer est-ce que le pain participe à cette mondialisation et au-delà de cette mondialisation à la française. Alors tout à l'heure, comme j'ai eu le temps, j'ai fait le tour un peu de la bibliothèque de l'Alliance française et je me suis aperçu qu'il y a le livre de ce très grand historien qui est Fernand Braudel. Et Fernand Braudel a écrit un livre qui s'appelle donc L'identité de la France et qui essaye d'expliquer, ce qui est très difficile en un seul livre, parce que bon, chacun pourrait raconter des choses différentes, chaque Français peut raconter quelque chose de différent, et surtout maintenant que la France est un pays très divers, avec des origines diverses, chacun a sa façon de voir la France. Et que finalement c'est très très difficile, plus la France évolue et plus il est difficile de trouver une identité, et ce que je trouve d'ailleurs très bien, parce qu'une identité c'est toujours réducteur et que plus on a d'identité, plus on est riche et mieux ça vaut. Mais en tout cas, Fernand Braudel, lui, il a tenté de dresser donc cette identité-là, et je vous conseille de prendre, un jour vous avez le temps, ce livre qui est là-bas, de Fernand Braudel, sur l'identité de la France. Et il avait divisé le monde à ce moment-là entre trois civilisations. Alors il avait mis à l'écart l'Afrique, mais mis à part l'Afrique, il a mis à l'écart. Il a coupé le monde en trois civilisations. La civilisation du blé, qui était donc l'Europe, la Méditerranée, le Proche et le Moyen-Orient. La civilisation du maïs, qui était donc le continent américain. Et la civilisation du riz, qui est l'Asie. Et si on revient à notre civilisation du blé, le blé puis le pain est le trait d'union de toutes les sociétés européennes et méditerranéennes. Aujourd'hui, quand on voit tous les débats en Europe sur l'identité européenne qui serait en opposition par rapport à la Méditerranée, c'est ne pas avoir les connaissances de base de l'origine de notre histoire, l'Europe est née autour de la Méditerranée et que notre civilisation européenne est d'abord née au sud de la Méditerranée. Mais grâce à Braudel, on voit là cette civilisation-là, et on sait, à travers les documents que nous avons gardés, que les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, chacun avait son pain. Alors qu'on puisse l'appeler galette ou qu'on puisse l'appeler pain, en tout cas sa fonction dans le repas était la même. Alors pour les Grecs, parce que notre civilisation européenne
quand moi j'étais à la faculté d'histoire, on faisait commencer l'histoire européenne à la Grèce, ce qui est assez contestable, mais bon, on va faire commencer à la Grèce nous aussi. Et cette Grèce très populaire actuellement pour être le mauvais élève de l'Europe, a été pendant très longtemps le bon élève de l'Europe, parce qu'elle a été le cœur de notre civilisation. Elle nous a légué beaucoup de choses. Et la base de la civilisation grecque, quand on voit les poteries des Grecs, c'est trois choses. Donc c'est le pain, c'est le vin et c'est l'huile. Et cette base-là a donné la base de l'alimentation qu'on appelle aujourd'hui méditerranéenne. Il y a, quand on va dans un restaurant grec, y compris à Taipei, quand moi j'y vais, je vois des choses qui sont très proches de ce que je mange chez moi, donc dans le sud de la France, parce que ce sont des cuisines méditerranéennes. Alors, chacun essaie de dire c'est la cuisine française, c'est la cuisine grecque, c'est la cuisine italienne, mais c'est vraiment la même chose. C'est très proche. Et depuis la Grèce antique, finalement, nous avons cette cuisine-là traditionnelle qui continue. Alors pourquoi ces trois aliments ont été au cœur de l'alimentation grecque? Tout simplement parce que pour les Grecs, quelque chose qui était une cuisine civilisée, c'était une cuisine qui était le résultat du travail des hommes. Si on se contente juste d'aller chasser ou d'aller cueillir quelque chose, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Tandis que pour les Grecs, qui se voyaient comme étant la civilisation la plus développée de leur époque, il fallait absolument qu'il y ait un travail de transformation. Et donc, pour eux, le pain, le vin et l'huile, c'était le résultat de ce travail manuel. Et donc, ça ne pouvait être que l'alimentation des peuples civilisés. Donc, bien évidemment, par la suite, comme y compris dans la civilisation romaine, on a repris cette façon de penser à la grecque de cette alimentation transformée, et notamment le pain. Et ensuite, même si les Romains ont repris cette tradition grecque, et même si les Gaulois qui étaient à côté aussi avaient leur propre tradition du pain, mais ça s'est généralisé comme étant quelque chose de nourriture de base. Alors, cette civilisation du blé là aussi, elle s'est basée donc sur des cultures, mais elle s'est aussi basée sur un autre facteur que sont les religions. Nous avons donc nos trois religions monothéistes, les religions chrétiennes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ces trois religions sont nées au même endroit, donc avec des philosophies très identiques, même si aujourd'hui on veut désespérément opposer le christianisme à l'islam, mais bon, philosophiquement ce sont des religions très proches. Et ces trois religions, et notamment donc, le christianisme, se sont servis de cette nourriture et de ces aliments méditerranéens pour transmettre leur message aussi. Et la première chose que l'on peut lire par exemple dans la Bible, une phrase que j'ai notée, Dieu dit à Adam, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Ça veut dire, maintenant, tu vas être parmi les hommes, tu vas travailler, tu vas gagner le pain, c'est une expression, gagner son pain, gagner sa vie, et ensuite tu retourneras à la terre. Donc, dans le christianisme aussi, quand on explique la vie, parce que la Bible était autant un message spirituel qu'un message d'éducation, on explique qu'il faut aller travailler. Et travailler, quand on veut utiliser un symbole, c'est le pain qui incarne le travail des hommes durant leur vie. Alors, dernière référence que je voudrais dire aussi par rapport au christianisme, c'est le célèbre tableau que je n'ai pas mis ici, mais que tout le monde connaît, c'est le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Seine. Donc, que même pour les plus jeunes, si vous ne connaissez pas le tableau, peut-être que vous connaissez le roman Le Da Vinci Code, ou le film Le Da Vinci Code, dans lequel donc, ce tableau est au centre de toute l'histoire. Et dans ce tableau-là, donc c'est le dernier repas du Christ, c'est le moment où il dit qu'on va le trahir. Et bien évidemment, là aussi, on retrouve sur la table les mêmes composantes comme si on était dans la Grèce antique, donc avec
donc ce pain et ce vin qui est là. Alors, pour finir par rapport à la religion, j'ai mis une image, alors qui est une image, c'est pas une image scientifique, c'est une image de reconstitution pour vous montrer la comparaison. Vous avez à gauche, donc, c'est l'image de ce dieu égyptien, un des dieux principaux de l'Égypte antique, qui est Osiris, avec à côté donc Jésus. Et les deux, dans les textes fondamentaux donc, de l'Égypte ancienne, il y a la